Monsieur Guédot, je peux vous poser une question quand même. Oui, mais je ne suis pas sûr que je vous répondrai, merci. C'est gentil, oui, bien sûr. Juste, ça a été passionnant pendant toute cette période électorale, la campagne 2007, et maintenant, c'était passionnant de travailler avec Sarkozy. Oui, ça a été passionnant, ouais. D'abord parce qu'il a fait bouger les choses, parce qu'il a remis le volontarisme politique à l'honneur, deuxièmement parce que les circonstances sont extraordinaires. C'est vrai, extraordinairement graves, extraordinairement préoccupantes, mais ce qui s'est passé pendant plus de 4 ans est sans précédent depuis au moins un demi-siècle. C'est-à-dire C'est-à-dire on a eu toutes les crises possibles et imaginables, tous les bouleversements possibles et imaginables. Je veux dire, la plus grande crise financière et économique, les printemps arabes, ce qui s'est passé, ce sont des bouleversements auxquels personne ne pouvait s'attendre. Vous allez préparer la campagne avec lui, vous continuez pour... parce qu'a priori il est candidat, vous allez travailler là-dessus. Ça, si vous voulez bien, nous attendrons. Il ne faut pas le dire, mais tout le monde le dit ici. Mais... Nous attendrons qu'ils nous le disent. Oui, mais tout le monde ne s'appelle pas Nicolas Sarkozy. Il n'y en a qu'un. Voilà. Ouais. Vous êtes prêt éventuellement à travailler avec lui? Moi, je pense que c'est le meilleur candidat possible, que c'est le plus capable d'affronter les crises qui nous attendent. Et donc, je continuerai effectivement à travailler avec lui et à tout faire pour qu'il soit réélu. Et c'est vous qui avez apporté en gros la touche de gaulliste, un peu de gauche dans cette campagne, sur Jaurès par exemple. Gaulliste, ça me suffit. Ouais, mais puis bon, vous avez accroché sur l'histoire de France plutôt à gauche, en convoquant Jaurès, des grandes figures de la résistance française également. Moi je prends tout, c'est ce que j'ai dit hier dans un discours que vous n'avez pas écouté. J'étais pas là, excusez-moi. Vous n'avez pas suivi, voilà. Moi je prends tout ce qui a été fait de beau, de grand pour la France. Oui, vous ne prenez pas Pétain. Ben, c'était ni beau ni grand. Ouais. Donc je ne prends pas. Vous ne prenez pas tout donc. Non, je prends tout ce qui a été fait de beau et de grand pour la France. Ouais. Voilà, alors, vous avez d'autres idées sur ce que vous pouvez prendre? Je ne prends pas Pétain, je ne prends pas les Antidreyfusards, je préfère Péguy et Jaurès à Maurras. Voilà, je préfère le général de Gaulle au maréchal Pétain. Je préfère le Front populaire au maître de forge. Et je ne me pose pas la question de savoir si c'est de droite ou si c'est de gauche, je me pose la question de savoir si ça correspond à ma conception de la France. Quand on a parlé de ministère de l'identité nationale, quand on a eu cette dérive sur les Roms, les gens qui venaient d'Allemagne, d'Europe de l'Est, vous vous êtes senti à l'aise, vous, ou pas? Je pense qu'il n'y a pas eu de dérive dans l'application du droit. C'est-à-dire que je parle de parole aussi. Parce que vous êtes sur la parole. Oui, mais pas seulement. La politique, ça commence par la parole, mais ça finit par les actes. Donc il n'y a pas eu dans les actes, il n'y a rien eu qui soit choquant du point de vue du républicain que je suis, sauf peut-être la circulaire sur les Roms, qui était une faute, et elle a été immédiatement réparée puisqu'elle a été retirée. Voilà. Mais après, sur les mots, je pense... qu'il y a eu parfois des discours dont la tonalité n'était pas conforme à ce que doit être la tonalité d'un discours républicain. Voilà. Mais tout ça a été corrigé, les leçons en ont été tirées. Donc tout va bien. Ouais, mais en même temps, on sent que dans votre parti, il y a vraiment une tentation de courtiser l'extrême droite. Non. Cette droite populaire, populiste, ça vous dérange pas? Parce qu'il y en a pas mal à droite que ça dérange. J'ai beaucoup d'amis dans la droite populaire. Moi, je ne me définis pas comme de droite, je me définis comme gaulliste et ça me suffit. Mais j'ai beaucoup d'amis à droite populaire qui ne peuvent pas être soupçonnés d'avoir aucune sympathie pour l'extrême droite, pour ses idées et pour ses valeurs. Et là, vous ne me répondez pas, vous me parlez d'amis, d'accord, mais les amis, ça reste des amis, même quand ils font des erreurs. Mais ils n'ont aucune affinité avec l'extrême droite, aucune tentation de courir après l'extrême droite. On a tort, nous, de dire, là, en fait, c'est un contre-feu qui est allumé par le camp de M. Sarkozy pour draguer l'électorat de droite, pour lui faire plaisir. On a tort? Oui, vous avez parfaitement tort. Donc c'est une tendance politique alors? On ne gagne pas une campagne présidentielle en courant après les autres ou en se positionnant par rapport à ce que les autres disent. On gagne une campagne présidentielle en réfléchissant à ce que l'on veut dire aux Français et en leur inspirant confiance.
Voilà. Campagne présidentielle, c'est quelque chose qui se joue sur le rapport entre un homme et le peuple et pas entre un homme et les partis ou les autres partis. Oui. C'est vrai qu'on cherche aussi à avoir les électeurs et donc on sent des électeurs qui sont perdus aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des électeurs qui sont perdus en ce moment. Oui, mais il y en a pas mal. Hein. Vous avez les électeurs, quand les électeurs pensent que vous avez une stature d'homme d'État et que vous êtes capable d'affronter les événements, les bouleversements, les crises. Voilà comment on devient président de la République. Oui, ça c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. J'imagine que vous allez développer ça parce qu'il apparaît, Sarkozy, comme quelqu'un qui a réussi effectivement en politique étrangère. Il a fait plutôt des choses... en politique étrangère. Ah bon? Au niveau du chômage, au niveau du pouvoir d'achat, il n'a pas vraiment réussi. Au niveau de la sécurité, il n'a pas réussi. Vous pensez bien entendu que la crise planétaire que nous traversons depuis 3 ans est la conséquence de l'action de Nicolas Sarkozy. Parce que vous pensez que Nicolas Sarkozy... Ah bon? Non, je dis, il n'a pas réussi ça. Ah, il n'a pas réussi à lui tout seul à empêcher la crise mondiale. C'est exact, je vous l'accorde. Mais s'il n'avait pas été là, tout se serait effondré. Non, il n'a pas réussi à réduire le chômage, à augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est ça. Ce qui se passait à l'extérieur, juste en dehors de vos frontières, juste à côté de chez nous, juste en Espagne, en Italie, même en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon. Vous avez regardé le monde? Est-ce que vous avez regardé l'état du monde? Un petit peu, quand même. Responsable de l'état du monde. Ça veut dire qu'il ne l'est pas. Que serait-il passé s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas réussi à faire convoquer le G20, s'il n'avait pas lancé une croisade pour la moralisation du capitalisme, s'il n'avait pas réussi à faire en sorte que l'Europe ait une réponse commune à la crise, s'il n'avait pas été là pour que l'Europe, toujours au bord du gouffre, sauve la Grèce, que se serait-il passé? Que serait devenu le pouvoir d'achat des Français? Vous parlez de politique étrangère? Non, c'est la même chose. Si vous pensez que la situation économique de la France aujourd'hui est indépendante de ce qui se passe dans le reste du monde, c'est que vous n'avez rien compris à l'état du monde. Excusez-moi, je suis un peu idiot. Je n'ai pas dit ça, mais on peut avoir parfois quelques interrogations sur l'étendue et l'ampleur de la réflexion de certains commentateurs. Je pense qu'une chose que ça va être bien pratique cette crise pour montrer les échecs en matière notamment de sécurité, de chômage et on va, chaque fois qu'on vous posera la question, ce sera la crise qui sera responsable. C'est encore mieux, vous êtes en train de m'expliquer que nous avons créé la crise pour avoir un alibi, pour cacher nos soi-disant échecs. Vous ne l'avez pas créé, vous l'utilisez, voilà. C'est mon commentaire. On l'utilise bien. Moi, je vous en fais un autre. C'est un commentaire grotesque, voilà, parce que la crise, elle est là, elle est bien là, elle est grave, elle est profonde. Tout le monde est concerné, et que dans cette crise, personne, je l'affirme, n'aurait pu faire mieux qu'a fait Nicolas Sarkozy sur le plan intérieur, sur le plan européen et sur le plan international. D'accord. Voilà. La France a joué un rôle considérable pour empêcher que tout s'effondre, considérable. Le jour où vous voudrez bien le reconnaître, vous les journalistes, vous les commentateurs, eh bien vous aurez fait un grand pas en avant dans la compréhension de ce qui s'est passé et dans l'honnêteté intellectuelle. Ah non. Pas gentil de mettre en cause. J'ai salué ces succès à l'étranger justement au préalable. Ça n'est pas un succès à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a pas de séparation entre l'économie intérieure, l'économie européenne et l'économie internationale. Vous croyez vraiment que l'augmentation du chômage partout, ou l'effondrement du pouvoir d'achat dans presque tous les pays, sauf en France, il ne s'est pas effondré. L'INSEE dit même qu'il a augmenté. Je pense que l'INSEE n'a pas tout à fait raison. Je pense que la vie est plus difficile pour les Français aujourd'hui qu'hier. Mais est-ce que vous avez mesuré l'ampleur et la gravité de cette crise? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un alibi? Est-ce qu'on peut tenir cette ligne absurde et grotesque selon laquelle la crise est un alibi, que c'est un événement secondaire qui n'a aucun effet sur la situation des Français? Mais enfin... Vous parlez de la crise, vous parlez de l'INSEE. L'INSEE justement a dit qu'il y a plus de pauvres en France et plus de riches. Mais l'INSEE dit aussi que le pouvoir d'achat... plus de riches, donc en fait, et on a l'impression aussi que vous taxez beaucoup moins les riches. Mais ça n'est pas vrai. Depuis quelques temps, là, vous commencez à y penser. Non, on ne commence pas à y penser. Chaque fois qu'on a augmenté les impôts, on les a augmentés sur les revenus financiers. À chaque fois, on a supprimé le bouclier fiscal parce qu'il ne correspondait pas aux circonstances de la crise, ce qui fait que chaque fois maintenant qu'on augmente les prélèvements, les riches payent aussi. Et donc je ne vois pas sur quoi repose cette accusation. Elle n'est pas du tout étayée, elle ne correspond à rien. J'ai même dit un jour que c'était une légende urbaine. Alors je vous le répète, à force de répéter les mêmes bêtises, ça finit par devenir des vérités. Enfin,
Non, il s'est dit il y a plus de pauvres et aussi il y a plus de riches. Pourquoi il y a plus de riches alors que c'est la crise? Les riches, ils en profitent donc de la crise. C'est un peu ça que ça veut dire. Parce que c'est pas pareil aux États-Unis, parce que c'est pas pareil en Angleterre, parce que c'est pas pareil en Allemagne. Je parle de la France. Mais enfin, je comprends que ça vous choque. Donc vous prenez un exemple ailleurs maintenant. Donc la France est une autre planète. C'est notre planète, la France est une planète en soi. Les gaullistes, ils pensent d'ailleurs que la France est un peu une autre planète. Oui. Vous avez cette... Il y a une piètre idée du gaullisme. Non, je pense... Pas de méconnaissance de l'histoire du gaullisme. La France est un pays exceptionnel pour les gaullistes. Oui, c'est un pays exceptionnel, mais ça n'est pas un pays qui est en dehors du monde. Hein. Voilà, si vous vous souvenez du 18 juin, c'est parce que la guerre allait être mondiale que le 18 juin avait un sens. Voilà, jamais le général de Gaulle n'a prétendu que la France était en dehors du monde. Il disait même, la France... Parmi les autres tels qu'ils sont, dans le monde tel qu'il est, la France doit se tenir droite et viser haut. Dans le monde tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont. Amen. Et oui, non, mais on ne peut pas faire dire n'importe quoi, ni au gaullisme, ni au sarkozysme. Voilà, à force de raconter n'importe quoi, encore une fois, ça finit par devenir une sorte de vérité. Mais pourquoi il y a plus de riches alors? Pourquoi il y a plus de riches? C'est ma question. Il y a plus de riches partout dans le monde. Ouais. Parce que nous avons un système financier, un système économique mondial qui marche sur la tête et qui a créé en 30 ans des inégalités qui sont à peu près équivalentes à celles de la révolution industrielle. Donc une formidable régression de plus d'un siècle sur la réduction des inégalités. La France n'a pas échappé à cette évolution, elle n'y a pas échappé parce qu'elle est dans l'économie mondiale, comme tous les autres pays. Voilà. Et quel est le pays qui a pris la tête du combat pour la moralisation du capitalisme, pour la réforme du capitalisme et de la mondialisation, sinon la France? Mais la France ne va pas réformer toute seule la mondialisation, elle ne va pas réformer toute seule le capitalisme financier. Mais quel est le pays qui s'est le plus battu depuis 3 ans sur cette question? La France de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, mais en même temps, c'est vrai que concrètement, Nicolas Sarkozy a dit c'est la fin des paradis fiscaux. Il a dit ça un jour, il y a maintenant 2 ans. C'est le commencement de la fin, parce que pour la... Oui, c'est le seul... raison, c'est des mots, quoi. Mais c'est toujours la même chose. Vous croyez que la France peut décréter la fin des paradis fiscaux? Non, mais il le dit. C'est la fin des paradis, c'est ce qu'il dit. C'est le commencement de la fin. C'est-à-dire que pour la première fois, et c'est la France toute seule qui s'est battue à Londres pour ça, toute seule, voilà, le président de la République a failli quitter la salle parce qu'on ne voulait pas mettre la question des paradis fiscaux sur la table. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pour la première fois, les paradis fiscaux ont été ébranlés. Pour la première fois, on les a obligés à signer des conventions fiscales et des accords avec tous les pays. Pour la première fois, c'est la première fois depuis 30 ans. Première fois, c'était un gros mot dans les réunions internationales d'évoquer la question des paradis fiscaux. Ah oui, c'est un début, c'est pas suffisant. Nous sommes 20 autour de la table. 20. Voilà. Mais on progresse. Voilà. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit hier quelque chose de très intéressant. Hein, on progresse par la ténacité, millimètre après millimètre, jour après jour. Mais s'il allait dans il va moins vite maintenant, c'est ça. Il va un peu moins vite, Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Non, il ne va pas moins vite, c'est le monde qui est difficile à bouger. Il annonce moins, quoi. Il annonce moins ses succès. Et je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Non, mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Dire que Nicolas Sarkozy a beaucoup dit qu'il avait une grande volonté, qu'il allait réussir. Il a toujours une grande volonté. Oui, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins à la télévision, on le voit beaucoup moins présenter ses succès. Vous vous plaignez qu'on le voyait tout le temps, qu'il encombrait vos écrans, vos caméras, vos micros. Ben voilà, maintenant vous pouvez respirer un peu mieux, comme ça vous avez plus de temps pour réfléchir à ce qu'il dit. Ouais. Merci Monsieur Guénaud. Merci. Aujourd'hui, Henri Diverne, c'est l'UMP ou c'est les agents communicateurs?